Voilà, je suis traité dès le départ un petit peu une caution à polémique entre Françoise et moi, mais pas grave. C'était pas une polémique. C'était un questionnement. Qu'est-ce que venaient faire les Parisiens là? Voilà. Mais en tout cas, nous sommes quand même tombés d'accord pour garder ce tel aujourd'hui. Et donc Françoise Avran, ici présente, qui est professeure émérite d'histoire du patrimoine à 4 Sorbonne et à l'école du Louvre, donc va vous parler pendant, comme d'habitude, environ une demi-heure, 3/4 d'heure, de la Ce sera problématique. plutôt 3/4 d'heure. J'espère que quand vous en avez assez, vous faites signe. De la problématique donc, des églises parisiennes. Et puis évidemment, comme d'habitude, ensuite, une fois que la présentation a été terminée, je vous inviterai les uns après les autres, bien sûr, pas tout le monde en même temps, à intervenir ou poser toutes les questions qui vous semblent importantes. Voilà. Donc je lui laisse tout de suite la parole. Voilà, alors, il me semblait utile, avant de commencer, de vous dire rapidement le plan de ce qu'on va faire. Je pense que d'abord, il faut savoir de quoi on parle, qui parle, et de quoi on parle. Donc, qui parle, je me présenterai une seconde. De quoi on parle? De quel corpus d'église? C'est pas toutes les églises de Paris, certaines ont des particularités juridiques. Et j'ai choisi de parler surtout des églises qui appartiennent à la mairie, parce que les autres posent moins de problèmes, c'est-à-dire, quoique une ou deux ne soient pas très brillants. Et puis on fera donc un état des lieux au point de vue situation juridique, au point de vue chiffre aussi, le nombre d'églises, de quoi parle-t-on. Je voudrais insister aussi sur les spécificités du patrimoine religieux parisien, de la manière dont il est perçu, fréquenté, localisé, entretenu. Le cas parisien n'est pas réductible à la France, c'est particulier. Donc on verra la chose. Et puis ensuite, on verra les questions de péril. Péril, pas de péril, quel type de danger, où est-ce qu'on en est exactement. Et pour finir, on regardera les questions de l'avenir. Alors, les budgets, les solutions, on pourrait dire complémentaires à la gestion parisienne, à la gestion municipale, ce qui a déjà été fait, ce qui va être fait, quels sont les budgets. Voilà. J'ai choisi de ne pas vous montrer de photos. Voilà, les églises sont fréquentées de façon très irrégulière. Certaines sont toujours bourrées de touristes. J'étais frappée l'autre jour par la quantité de touristes qu'il y avait dans la Madeleine. Et c'est extraordinaire. Je pense que l'église de Paris, qui après Notre-Dame, doit être la plus visitée. Je pense à l'œil, hein, je n'ai pas fait de statistiques. Et non, mais ce n'est pas une question de beauté, c'est une question de localisation, de dimension. Oui, c'est Madeleine, et puis Sainte-Rita, qui est très fréquentée. Il y a une chapelle de Sainte-Rita où il y a énormément de public. Voilà, alors ça c'est les particularités parisiennes. On va en parler un peu plus longuement. Me présenter, je voulais simplement vous dire que j'ai fait ma thèse sur les églises de Paris quand j'étais à la fin de mes études, et donc mais je connaissais surtout les églises de la période classique. Et donc, je connais moins bien les églises du 19e, quoique j'ai dû quand même les étudier pas mal dans l'histoire du patrimoine. C'est important, les églises du 19e, puisque ce sont des néos qui se succèdent de façon très significative, parce que ça a un sens politique. Donc, il faut vraiment... oui, les églises qui sont faites sous la Restauration sont très, je dirais, ultramontaines. Elles copient les modèles romains, les modèles des basiliques romaines. Je pense à, par exemple, Notre-Dame de Bonne Nouvelle, et alors que les églises plus tardives, sous Louis-Philippe, sont dans un autre système de référence qui est plutôt anglais. Le système, on est dans la période de paix avec l'Angleterre. On reprend la première église néogothique à Paris est anglaise. Hein. C'est une chapelle anglicane. Et puis, ça va entraîner tout le goût pour des tas de raisons. Mais bon, c'est assez complexe. Et pour finir, sous Napoléon III, on aura des références beaucoup plus complexes. Et l'éclectisme, il faut
c'est complexe, d'ailleurs, c'est très complexe au point de vue de la conservation. Ce sont des églises épouvantablement difficiles à entretenir. Voilà, et puis après j'ai travaillé sur le patrimoine industriel et donc les questions techniques, donc je me sens un peu généraliste du patrimoine. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, je suis ici comme représentant d'une association qui s'appelle l'Observatoire du patrimoine religieux. Cette association, qui n'est pas gigantesque, mais qui a quand même déjà une dizaine d'années, a été créée par une personne qui dirigeait l'action artistique de Paris, Béatrice Janvier. Et aujourd'hui, elle s'occupe en France d'essayer de faire un inventaire complet du patrimoine, des bâtiments à fonction religieuse. C'est complexe, personne n'en a les chiffres incroyablement, que ce soit la conférence des évêques de France, le ministère de l'Intérieur dans sa branche culte, personne ne connaît le nombre d'édifices religieux qu'il peut y avoir en France. Et on en est arrivé, enfin, l'idée c'était à peu près 1,5 par commune, partant du principe que certaines communes ont plusieurs édifices cultuels. On est arrivé à beaucoup plus. Beaucoup plus. En Bretagne, vous avez des communes qui ont 4 ou 5 chapelles, et en Bourgogne, au contraire, c'est toujours une seule parce que les communes sont minuscules. Dans les montagnes, quand on est arrivé dans les Alpes, on a été stupéfait. Le patrimoine est extrêmement nombreux, éparpillé, parce qu'il faut marcher à pied dans la neige pour aller à la messe. Donc, beaucoup de petites chapelles qui sont pas des édifices paroissiaux, mais qui sont des succursales, on appelle juridiquement des succursales. Voilà, alors on s'occupe aussi. Excusez-moi, on peut déjà poser une question. Je ne sais pas, je ne suis pas le patron. Quand vous dites patrimoine religieux, vous parlez de la religion catholique? Non, on parle aussi de la religion protestante, des synagogues et des très rares mosquées qu'il y a en France. Il y en a assez bien de Bien sûr, le problème qui se pose actuellement, par exemple, pour les synagogues, c'est en Alsace, où il y en a énormément qui sont en grande difficulté parce que la population qui fréquentait les synagogues était rurale. Or, elle a absolument disparu. Donc, il y a pas mal de petites synagogues rurales qui sont un peu délaissées. Elles ne sont pas complètement en danger parce que la communauté nationale s'en occupe, parce que tout le monde y fait un peu attention, les élus, mais là, c'est un véritable danger. Les temples protestants sont moins préoccupants. Il n'y a pas je regarde mon homologue, M. Anbert, qui était venu ici vous parler des églises en France, au nom de l'EPR, en 2009. C'est pas tout jeune, mais il y avait déjà des problèmes, l'association existait déjà, et il parlait des églises en France en général. Et je ne sais pas, Jean-Louis, si vous êtes d'accord, mais il me semble que les temples sont moins en péril que les synagogues. Oui, enfin, il y a du péril partout. Hein. Oui, il y en a. Mais numériquement, les synagogues en Alsace sont un peu menacées. En Alsace, oui, c'est vrai. C'est le seul endroit où on peut dire qu'elles présentent des périls. Les temples protestants sont aussi très menacés dans les campagnes. Oui. Dans le sud, notamment en Lozère. En Poitou. En Poitou. En Poitou, vous me l'apprenez, je ne savais pas. Oui. C'est parce que le Poitou était une région protestante. Ah bah oui, bien sûr, il y avait même des places de sécurité. Voilà, et puis alors M. Anbert s'occupe avec l'OPR de conseiller les associations qui veulent éviter ce qu'on appelle pudiquement la déconstruction des édifices. Puisqu'on ne parle plus de destruction, mais de déconstruction, c'est nettement plus aimable. Ça passe mieux. Voilà, alors il s'agit d'orienter vers des fondations, de leur donner des conseils techniques aussi, puisque en tant qu'architecte, vous pouvez facilement faire des devis qui ne soient pas des devis truqués de manière à affoler complètement le maire. Voilà. Et puis l'OPR aussi s'occupe de faire un peu de battage dans la presse, ce qui est quand même toujours indispensable. C'est le meilleur moyen de faire monter la mayonnaise, si on peut dire. Voilà, alors,
après vous avoir parlé de notre association, un état des lieux sur le problème des églises de Paris. De quoi parlons-nous ici? Essentiellement, je vais vous parler des églises paroissiales. Il n'y a pas que ça, vous allez comprendre pourquoi. Les églises paroissiales sont, je vais vous donner le chiffre, sont particulièrement visibles. Je ne traiterai pas de 3 types d'édifices qui appartiennent aussi à la puissance publique. Oui, mais la puissance publique, c'est des ministères en général. Par exemple, les chapelles de prison, les chapelles d'hôpitaux, les chapelles de lieux d'enseignement. Et là, les chapelles de prison difficiles à visiter, ça je peux vous dire que je ne suis pas encore parvenue. Mais les chapelles d'hôpitaux, j'ai fait une sorte de première inventaire et c'est pas toujours, c'est assez inquiétant. C'est assez inquiétant, par exemple à l'hôtel Dieu, c'est une catastrophe. Et même la chapelle de la Riboisière, qui est peut-être la plus belle, elle est classée, non, elle n'est pas classée, elle est inscrite, pardon. Elle est inscrite sur l'inventaire supplémentaire du monument historique et elle est très vivante, c'est-à-dire qu'il y a constamment du passage, elle est située de telle manière que les gens ils vont, ils viennent, ils passent devant, c'est ouvert. Elle est très vivante, il y a une aumônerie qui tient une permanence, un aumônier qui est souvent présent lui-même, mais alors l'état intérieur est assez catastrophique, des infiltrations partout, il y a une peinture qui a été abîmée par un incendie, les pompiers sont arrivés et ont complètement arrosé la peinture, c'est un désastre. Vraiment, la Riboisière, c'est vraiment accablant. Puis il y en a d'autres qui ne sont pas très brillantes, mais bon. En revanche, certaines qui sont parfaitement... Mais elles appartiennent en général à la PHP. Alors, ce que je ne veux pas traiter non plus, ce sont les chapelles de cliniques ou d'hôpitaux qui appartiennent aux congrégations. Là, on ne peut pas... elles sont nombreuses, en général bien tenues, parce qu'il y a un intérêt direct de la congrégation à bien la tenir. Je repense tout d'un coup à une chapelle d'hôpital classée, Port-Royal, un véritable trésor d'architecture. Allez-y si vous pouvez, parce qu'il faut vraiment... J'ai pris 3 rendez-vous pour arriver à y rentrer. C'est ouvert aujourd'hui du patrimoine. Oui, mais enfin, il n'est pas normal qu'elle ne soit pas ouverte comme la Riboisière et comme d'autres. Là, elle est située de façon un peu difficile d'accès, c'est vrai. Il faut rentrer dans le cloître, ensuite prendre un petit couloir, et elle n'est ouverte que à 5 heures. Il y a une messe avec trois malheureuses infirmières. Mais bon, c'est assez accablant, parce que vraiment, elle n'est pas en mauvais état, elle est surtout abandonnée. Voilà. On dirait qu'elle est fermée, du fait. Bon, alors, voilà pour ce qu'on va traiter. Les églises paroissiales à Paris. Je vous rappelle la situation juridique des édifices. Les églises paroissiales à Paris appartiennent, celles qui sont construites avant 1905, à la ville de Paris, qui, depuis la rupture du Concordat, a récupéré par la loi du 13 avril, c'est pas 1905, la loi c'est celle du 13 avril 1908, qui a organisé la dévolution des édifices paroissiaux aux communes. Les églises sont donc propriété communale et elles sont affectées de façon exclusive au curé de la paroisse. Affectation exclusive, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y faire autre chose et que le contenu qui a été inventorié au moment de la dévolution à la commune ne peut pas non plus être déplacé, en principe. Il arrive que ce soit déplacé, mais en principe, les tableaux qui étaient dans les églises en 1905 n'ont pas vocation à partir au musée. Bon. Et, il y a une jurisprudence pour ça. Donc c'est quelque chose de juridiquement fixé. Affectataire exclusif. Maintenant, je vous donne des chiffres. Il y a à Paris 106 églises paroissiales. Et la municipalité en possède 96. Mais ces 96 ne sont pas... Elle possède 96 édifices, dont 71 églises paroissiales et 14 chapelles catholiques qui ont un rôle de desserte paroissiale.
Donc ce sont des chapelles de dessert, mais qui ne sont pas... elles sont attachées aux paroisses, donc elles sont considérées comme dépendance de la paroisse, et elles sont toujours exclusivement affectées au culte catholique. 9 protestants et 2 israélites. Et deux synagogues. 9 temples et 2 synagogues. 9 protestants, temple ou église, Temple ou église, parce qu'il y a quand même des luthériens à Paris, et deux cultes israélites. Ça figure dans un rapport de la Chambre régionale des comptes de Paris il y a 2 ou 3 ans, qui était consacré à la gestion du domaine public de la ville de Paris et qui a étrié la ville de Paris. Et pour ceux que ça pour les intéresse, redevances domaniales, mais c'est autre chose. oui, les questions de domanialité de l'État sont C'est domanialité communale. très complexes. En ce moment, par exemple, certaines églises qui sont construites sur des terrains qui ont été donnés en beau amphithéotique Oui. après 1905 tombent maintenant dans l'escarcelle de la ville. Donc, il y a une situation juridique qui n'est pas stable, qui évolue. Alors, je vous renvoie, pour ceux que ça intéresserait, à un article qui a été publié en ligne. Vous pouvez le trouver en ligne. La revue s'appelle In situ. C'est une revue du ministère de la Culture portant sur les questions de patrimoine. Et les 2 collaborateurs du service d'entretien des édifices de culte et des édifices historiques, le service s'appelle comme ça, le Bureau des édifices du culte et historiques. Et en 2009, le numéro 12 de cette revue en ligne In situ a donné des détails assez nets, assez précis sur ces questions de propriété et aussi sur des questions de budget, d'entretien. On en reparlera parce qu'ils ont donné carrément en 2009 exactement le budget qu'ils consacraient en matière de strict entretien, pas de restauration, ce qui n'est pas la même chose. Voilà, alors en dehors de ces questions de propriété, il y a des questions de protection juridique. 43 églises paroissiales appartenant à la ville sont classées. Et 43 édifices, dedans il y a les synagogues et les temples. Et 13 sont inscrits. Et là encore, les chiffres sont en constante évolution. Et ainsi, par exemple, il y a 3 mois, à la commission, à la CRPS, le Collège régional du patrimoine, nous avons classé 4 églises qui étaient jusque-là inscrites: Saint-Augustin, Saint-Vincent-de-Paul, Sainte-Clotilde et la Trinité. Ah non, pardon, Saint-Vincent-de-Paul et le Saint-Esprit. Saint-Vincent-de-Paul, Sainte-Clotilde, la Trinité, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'Église catholique ou... L'église catholique. D'accord, parce qu'il y a aussi une église réformée. Qui est à Avenue Doménil, la grande église de Paul Tournon, cette église néo-byzantine, qui est... dans le 11e. Pardon? C'est dans le 11e. Non, non, c'est dans le 12e et c'est Avenue Doménil. Ah, Doménil. Je vous incite à aller la voir. Le décor de Maurice Denis, non, c'est du néo-byzantin. Une énorme coupole limitée de Sainte-Sophie, c'est de toute beauté l'espace intérieur, la décoration de Maurice Denis, c'est super. Elle appartient pas à la ville. Elle n'appartient pas. Non, elle n'appartient pas à la ville. Elle appartient, il me semble, encore. Le problème, c'est la propriété du terrain. Le terrain a été mis peut-être en bail amphithéotique, ça, il faudrait aller voir à chaque fois dans les... Mais elle n'a pas encore 100 ans, ni 99 ans, puisque c'est la longévité d'un bail amphithéotique. Elle a été construite en quelle année 10 ou... Oh non, non, elle est plutôt des années 28-30. Je ne peux pas vous dire exactement, je ne me le rappelle pas. C'est Tournon, l'architecte. C'est Tournon, Paul Tournon, qui est aussi l'architecte d'une série. C'est peut-être le meilleur architecte d'architecture religieuse de France. Avec pour le 20 ça, bon, il y a des discussions, Sainte-Jeanne d'Arc, à Nice, Droz, oui, bon, mais c'est un très grand, voilà. Il y a un bouquin d'ailleurs qui a été publié par l'Institut français d'architecture il y a 20 ans à peu près sur Tournon qui montre toute sa production. Voilà, alors, donc, des protections monuments historiques, mais il y a aussi des protections PLU
plan local d'urbanisme, il y en a 17 qui s'ajoutent aux protections monuments historiques. Et puis, il y a 6 édifices qui font partie des anciens secteurs sauvegardés, qui sont aujourd'hui les plans de sauvegarde et de mise en valeur. Donc, dans le Marais, dans le 7e arrondissement. Donc, il y a des protections superposées. Oui. Mais ça n'empêche que certains édifices qui sont dans des secteurs qui sont très protégés puissent être en mauvaise posture. Vous allez le voir, c'est pas une garantie de meilleure situation. Voilà, alors juste un mot pour les églises construites après 1905, celles qui appartiennent donc en principe à l'association diocésaine. L'évêché a construit depuis 1905 38 églises paroissiales, 38, 22 entre 24 et 38, dans Paris. Hein. Ça c'est les chantiers du cardinal, mais ils sont surtout en banlieue, mais aussi à Paris. 12 églises ont été construites entre 51 et 71, 3 après 71 et une en 97, que vous connaissez, qui est dans le 4e. Si en 97, c'est celle qui est Alors, dans le 19e arrondissement. Alors il me manque celle du 15e, l'Arche d'Alliance. Il y a celle de la rue de la Rochelle, dans les années 90. Alors, La Volare d'Espérance. il y a des chiffres. On a détruit l'ancienne, on a construit cette rue. Oui. Ben voilà, alors Et on s'était battu avec nous. Mais je me souviens, la dernière, elle était tristement... la dernière a été construite dans le 19e arrondissement, pas loin de la rue Jean Jaurès, enfin tout ça dans l'heure, qui est une église moderne, qui a été inaugurée par l'archevêque de Paris de l'époque, et qui est, je crois, c'est pas ça, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est la dernière église construite à Paris avec des ponts et sur un terrain qui est venu par héritage en 130. Oui, en général, la propriété des terrains est assez compliquée. Des SCI, souvent on a constitué des SCI pour, avec les sociétaires. Des SCI, après il y a des SCI qui viennent et des SCI de SCI. La question des propriétés de terrain est compliquée, même pour les églises appartenant à la ville de Paris. Il y en a une, par exemple, Saint-Joseph artisan, qui est complexe. Oui. Parce qui est l'église autrichienne et l'église allemande dans le du Luxembourg. Du Luxembourg et des Autrichiens, voilà. Puisque le maître-autel avait été payé par l'empereur d'Autriche, par François Joseph. Du coup, aujourd'hui... Et à l'heure actuelle, c'est construit derrière comment dirais-je, des immeubles en cours. Oui, c'est en second. C'est tassé. Alors ça donne sur le canal de Lourdes que c'est assez compliqué. Voilà, alors, voilà où en sont les chiffres. Un point que je voudrais rappeler, c'est que le patrimoine des églises de Paris, est-ce que ça constitue un corpus reconnu comme un corpus? Eh bien, pas vraiment, parce que finalement, il y a très peu d'ouvrages d'ensemble. C'est assez curieux. Je les ai chez moi parce que ça m'a toujours été utile, mais je n'ai pas trouvé autre chose que les 2 volumes publiés en 1910 par la ville de Paris. La ville de Paris venait de les récupérer en quelque sorte, et dans sa collection qui s'appelle Richesse d'art de la ville de Paris, elle a publié 2 volumes, édifices religieux. L'un, le premier volume qui couvre Moyen-Âge et Renaissance, qui est l'œuvre de l'abbé Boinet, qui était à l'époque un jeune bibliothécaire, je crois, à Sainte-Geneviève, je crois. Et puis, un deuxième volume du XVIIe au XXe, qui était l'œuvre de Jean Baillet, c'est assez touchant, c'est un jeune historien d'art qui est mort à la guerre de 14, et dont c'est un peu le testament. L'abbé Boinet a repris l'ensemble du travail, et il l'a republié entre 58 et 64 en 2 volumes, très érudits, très complets. Alors ça, pour ceux qui veulent vraiment se documenter, c'est très savant. Les archives sont parfaitement dépouillées. Le problème, c'est que depuis 65, ce qu'il décrit a souvent beaucoup changé, et que se promener avec ce gros volume est un peu réserve des mauvaises surprises. Et puis entre-temps, il y a eu un volume de 1936, que vous connaissez peut-être, ceux qui sont tout à fait au courant, qui s'appelle
églises de Paris et la Seine dans une collection des églises de France. Une grande collection donc, des auteurs de Dumoulin et de Tardel. Ça, c'est très très utile. Si vous en trouvez dans une brocante de livres, jetez-vous dessus, c'est un seul gros volume de quarto extrêmement utile. Et puis depuis, ça fait quand même plus de 50 ans, rien. Il n'y a pas de vision d'ensemble. C'est pas un corpus, ce sont des pièces éparses. Alors quand même, on a un petit espoir, c'est que les éditions Picard, qui ont été récemment repris par Actes Sud, comme vous savez, qui sont en train de solder leur fonds de la rue Bonaparte. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a des affaires intéressantes. Ils sont en préparation, alors c'est donc l'éditeur et pas le libraire. 4 volumes. Un volume qui fera Moyen-Âge et Renaissance, qui sera par Philippe Plagneux, que vous connaissez peut-être. Un volume 17e, 18e sur de Mathieu Lours, qui a travaillé, qui a fait un volume récemment sur Saint-Sulpice. Un volume 19e de Jean-Michel Lemieux, qui connaît bien la chose. Un volume 20e par Isabelle Rochamska, qui fait partie du groupe Art, Culture et Foi. Voilà, donc un espoir de voir réapparaître des études d'ensemble qui redonneront une visibilité aux églises de Paris comme patrimoine, et pas seulement comme lieu de culte. Ça peut être un instrument pour relancer un tourisme culturel. Voilà, alors sur les églises du XXe, il y a eu pas mal de publications, je voulais quand même vous le rappeler. Le livre de Simon Texier en 1996, église du XXe siècle à Paris, mais ça fait déjà 20 ans. Et puis, l'année dernière, la direction des affaires culturelles, la direction régionale, la DRAC, a publié un volume, non, je ne l'ai pas apporté, consacré aux édifices religieux du XXe siècle en Île-de-France. Mais ça concerne ceux qui ont reçu, qui sont ou protégés ou qui ont reçu le label XXe siècle. Tout n'y est pas. Mais enfin, c'est quand même, c'est très bien fait, il y a des bonnes notices, il y a une série de petits articles de fond vraiment bien, vraiment intéressants. C'est édité par Beaux-Arts, vous savez, qui fait toujours des éléments sur les expositions. Voilà, alors oui, il y a eu évidemment cet article dont je vous ai parlé dans la revue In Situ qui parlait des problèmes techniques du patrimoine du XIXe siècle et du XXe, exclusivement aussi, en soulignant la difficulté d'entretien de cette période. C'est la revue In Situ de 2009, et dont les auteurs, quand même je pourrais avoir la courtoisie de vous le donner, c'est Joël Duvignac et Laurence Fouqueret. Vous les connaissez peut-être, d'ailleurs ce sont des personnalités du service. Je vous rappelle qu'en 2008, Daniel Imbert avait fait des expositions superbes à Jarnavalais qui portaient sur les tableaux des églises parisiennes qui venaient d'être récemment restaurées, mais ce sont des tableaux, donc c'est des objets mobiles, hein, c'est du mobilier mobile, c'est pas la peinture intérieure des églises. Du domaine public mobilier. Absolument. Mais, qui a été légalisé. En tout cas, sur les peintures fixes, les peintures qui sont portées par les murs, ce qu'on appelle le décor porté, il n'y a rien. Ça, vraiment, et c'est là que sont les problèmes. Des problèmes vraiment tristes et pénibles. Il faudra peut-être... je me rappelle que André Chastel disait que le patrimoine exigeait des sacrifices. Oui. Et bien peut-être qu'il faudra sacrifier certaines de ces peintures, parce que je ne sais pas si tout est sauvable, et je ne sais pas si tout mérite d'être sauvé aussi. C'est à voir. Voilà, alors, le troisième point que je vous ai annoncé, c'est de souligner les spécificités du patrimoine religieux à Paris, qui explique un peu les problèmes de maintenance et de difficultés d'entretien. D'abord, le fait que ces églises ont une localisation très diversifiée. Par exemple, toutes les églises anciennes sont dans le centre de Paris, sauf Saint-Germain-de-Charonne, dont on reparlera parce que c'est un chantier important, un des plus gros chantiers de la ville. Non, c'est un ancien village qui avait conservé ça. Ces églises anciennes qui sont situées au centre sont protégées. Elles sont vues par les touristes
elles sont en principe bien surveillées parce que classées, regardées, un peu visitées, pas beaucoup. Mais il n'empêche qu'elles ne sont pas en très bonnes conditions. Et peut-être ce qui peut expliquer le fait qu'elles soient médiocrement entretenues, je pense par exemple à Saint-Sulpice, dont l'intérieur n'est pas très, très brillant, c'est qu'il n'y a pas d'habitants dans les quartiers. Et j'ai encore souvenir d'une visite de l'église Saint-Eustache, où le curé, une visite archéologique, où le curé nous a dit, mon problème, c'est que j'ai pas de paroissiens. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'habitants, donc voilà. Il y a moins d'habitants, si vous voulez, il y a énormément de bureaux, énormément de résidences secondaires appartenant à des étrangers, à des artistes qui ne sont pas là très souvent. Donc, les paroisses périphériques. C'est pas vrai, parce qu'il y a 30 ans, tous les dimanches, Saint-Eustache, c'était plein. Il y a 30 ans, tout a changé en 30 ans. Et notamment les résidences secondaires, dont tout le monde connaît le problème les appartements. Oui, donc, très peu. Alors, peu de paroissiens, pas de célébration, pas un mariage, pas un baptême, rien. Et donc, c'est des églises qui ont été qualifiées de moroses. J'ai beaucoup, par un critique, j'ai beaucoup apprécié la formule morose. Bon, église morose, pas très visible, qui n'ont pas une fonctionnalité très, très restreinte, même si elles tiennent une grande place dans le paysage urbain. En revanche, les églises du 19e et du 20e sont dans des arrondissements périphériques et beaucoup plus peuplés. Et là, il y a une importante fréquentation, qui peut être diversifiée. C'est pas du tout la même chose à Saint-Léon, je parle pour mes voisins, et c'est pas du tout la même chose, par exemple, à Saint-Joseph-des-Nations, ou bien à Notre-Dame-de-la-Croix, à Notre-Dame-de-la-Gare. C'est complètement différent. Et pourtant, ce sont là des églises actives, qui ont une véritable fréquentation, pas mal de célébrations, un public hétérogène, et quelquefois extrêmement exotique, je dirais, excusez-moi du mot, mais c'est vrai que par exemple, à Saint-Bernard-de-la-Chapelle, où je me suis rendue une fois pour une cérémonie de la Fête des Nations, qui est une fête superbe, mais je crois que j'étais le seul Français de souche, excusez-moi du mot, pas très, très politiquement correct, mais c'est des églises vivantes, actives, et tous les samedis, il y a un mariage, les dimanches des baptêmes, c'est vivant. Et c'est d'ailleurs, à l'intérieur, ça se voit, c'est bien tenu. Le cas des grandes églises du 19e siècle, qui sont à la limite entre le centre et la périphérie, je pense à Saint-Augustin ou à la Trinité. Saint-Vincent-de-Paul est une église en bon état, relativement. Mais en revanche, on ne peut pas en dire autant de Saint-Augustin et de la Trinité, qui sont désastreuses. Elles n'ont pas une république, elles non plus. Elles sont dans des quartiers de bureaux, et bon, pas énormément. Alors, la Trinité a été confiée au mouvement d'Emmanuel, donc il y a pas mal de gens qui le fréquentent. Et donc là, l'intérieur est en bon état, l'extérieur, n'en parlons pas. C'est entièrement couvert d'échafaudages, de paragravois, de toiles. C'est assez désastreux, mais il y a des projets, on en parlera. Voilà, alors le problème, c'est que ces églises du 19e ont souvent été bâties de façon rapide et pas très bien construites, avec des matériaux qui ne sont pas parfaits. Ce n'est pas vrai de toutes les périodes, mais c'est vrai de certaines. Et par exemple, Notre-Dame de Lorette, qui est la plus belle église, que certains considèrent comme une des plus belles églises de Paris. Je pense à Pierre Pinon, que vous connaissez. Pour Pierre, c'est la plus belle église de Paris. Vous avez vu dans quel état est l'intérieur, mais là, il y a un problème de construction. C'est pas en très bon état. C'est pas très bien construit. Voilà. Ça a été fait dans une période où la France est accablée par des indemnités de guerre, n'a pas 3 sous. Et si le concept est extrêmement intéressant, parce que c'est l'église basilicale à la romaine dont on parlait tout à l'heure, techniquement, c'est pas en très bon état. Allez voir à côté de ça, Saint-Denis du Saint-Sacrement, qui n'est pas très loin d'ici, c'est magnifique, hein. Parfait et économique.
une église économique. C'est à Saint-Gilles. Et très fréquenté. C'est très fréquenté. Il y a C'est près un groupe de laïcs très actifs, ça marche très fort. C'est près de C'est dans le Saint-Gilles, Marais. la station de bus Saint-Gilles, Oui, c'est ça. c'est dans le Marais. Parce que je croyais que c'était l'église Saint-Gilles, moi. Non, non, ah non, l'église Saint-Gilles, le Saint-Gilles, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, mais ça c'est à côté de la station de... Voilà. Alors, il y a des églises très bien bâties. Je pense à Notre-Dame-des-Champs, qui au contraire est un bon architecte. Des économies à la fin du siècle, on a su aussi faire Notre-Dame-des-Champs, c'est un quartier qui n'est pas très riche à l'époque. Donc j'ai travaillé là-dessus parce que c'est un architecte intéressant, un prix de Rome. 1857. Oui, mais la réalisation s'est faite très tard, et elle s'est faite après 71, où on a réduit progressivement le programme pour arriver à quelque chose de très modeste, et qui aujourd'hui est en parfait état, bien sans problème. Voilà, alors, donc, les églises du 19e, dans l'ensemble, quand même, posent des problèmes de maintenance. Et c'est ce que montrait d'ailleurs l'article que je vous ai cité par les deux collaborateurs de la ville de Paris, qui montrent des photos de matériaux à bout de souffle, notamment les matériaux de couverture. Et c'est là que les problèmes se posent, les chéneaux sont désastreux, les ardoises, c'est pas des ardoises, c'est souvent du plomb, on commence à mettre du zinc, qui sont mal calculés, mal maîtrisés, donc problème d'étanchéité des couvertures, et notamment des chéneaux, en particulier des chéneaux. Et puis alors il y a un problème dans ces églises du 19e, c'est que on en a fait des églises enseignantes, dans toutes les chapelles latérales notamment. Vous avez des grandes peintures qui ont été mises là, commandées pour faire un peu de la commande publique, bien sûr, mais parce qu'on voulait absolument faire travailler tous les artistes, souvent des grands artistes qui n'avaient pas beaucoup de commandes, de la peinture tout à fait honorable, soit des peintures murales avec des techniques diverses à la cire, soit des toiles marouflées, ce qui est en général encore un peu pire, parce que bon, c'est couvert de bitume et extrêmement noirci. Et il y a là des problèmes graves. Ça se passe généralement dans les chapelles latérales. La nef, quand il y a des bas-côtés, la nef est ouverte sur les bas-côtés, elle est indemne, encore que quelquefois, c'est de la peinture décorative qui a été étalée sur la maçonnerie. Mais le problème, ce sont ces chapelles latérales qu'on a consacrées à différents saints et qui racontent l'histoire du saint. C'est très fréquent. Et rien n'a été fait depuis qu'elles ont été mises en place. Je pense qu'elles n'ont pas été jamais nettoyées, jamais retendues, jamais... rien. Je vous invite par exemple, si vous voulez, à aller voir Saint-Bernard de la Chapelle, qui est tout à fait au nord de Paris, une église qui a été célèbre par l'occupation qu'elle a subie et qui avait laissé quelques traces, mais enfin pas trop graves. C'est une très jolie église dans le 18e arrondissement. Très jolie église. Je crois que c'est la seule église en néo-flamboyant. C'est du petit art très intéressant parce que c'est rare. Généralement, on a préféré le gothique du XIIIe siècle. Très élégante et déjà l'extérieur est en assez mauvaise condition et les chapelles et les peintures intérieures, c'est accablant, c'est désastreux. Je ne sais pas si c'est sauvable à ce point. Mais même, vous allez à Saint-Séverin, et vous verrez que la nef est bien propre, mais les chapelles entre contreforts sont assez sales, y compris d'ailleurs la chapelle de la Croix. Hein, elle n'est pas en parfait état. Enfin, là, il y a un projet. Et vous pouvez regarder aussi à Sainte-Clotilde, où les transepts portent des peintures complètement dégradées, qui manquent la moitié. Ça, c'est des peintures murales, c'est pas des toiles. À Saint-Eustache, des peintures décoratives catastrophiques. Donc le problème de ces peintures qu'on a rajoutées, et je pense que le responsable, c'est Baltard, qui était peintre. Vous avez vu l'exposition Baltard à Orsay il y a 2 ans à peu près. On voyait sa peinture qui est charmante, et il adorait la couleur, il adorait la peinture, et il a un peu trop décoré les églises parisiennes, y compris les plus anciennes. Donc, problème intérieur.
Alors, il faut quand même nuancer, il y a des édifices qui sont en parfait état et que on se fait plaisir à visiter, par exemple Saint-Gervais. C'est quand même bien entretenu et propre, avec une communauté qui est très active, je pense, qui s'occupe bien de la mettre en notre voisine, à Saint-Gervais, qui s'occupe de la faire restaurer. Le père Delfieux, qui était le patron de Saint-Gervais, savait très très bien trouver des sous quand il en fallait. Il y avait une hausse protection. Absolument. Et puis il y avait eu Monseigneur Marty déjà, mais après. Oui, et puis il était très 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 lié, ça je connaissais bien Delfieux parce qu'il est aveyronais comme moi. Et il était très lié avec l'architecte des monuments historiques, donc tout ça faisait que l'église était bien. Mais il y en a d'autres qui ont moins de protection, si on peut dire, comme Saint-Louis-en-Île, qui est aussi une église bien située. Saint-Louis-en-Île, c'est impeccable, à ma connaissance, à part que, il est tombé récemment, d'accord. Mais l'intérieur, je parle de l'intérieur, c'est propre. Les peintures sont impeccables, et elles sont même dotées de petits panneaux explicatifs, écrits avec une vieille orthographe, une vieille écriture de ronde assez touchante, mais pour les visiteurs, d'ailleurs, elle est constamment visitée par la foule qui se presse dans la rue. La ville de Paris a trouvé sur cette église quand même plusieurs millions d'euros pour faire un organement. Oui, mais ça, les orgues, c'est pas le même. Oui, mais on a trouvé l'argent qu'on a voulu. C'est pas. C'est un organement. La musique qui paye les orgues. Hein. J'ai été conservateur des monuments historiques et je connais les problèmes d'orgue qui sont les boîtes à chagrin des monuments historiques. Voilà. Mais on a trouvé, la ville de Paris a trouvé de l'argent à l'époque. C'est ce que vous voulez. Il fait beaucoup de musique. Alors, il y a enfin une véritable spécificité de la sociologie parisienne en matière de pratique religieuse. Elle est importante, la pratique, plus qu'à la campagne où il n'y a pas de clergé, il n'y a pas de messe, mais elle se fait à la carte. Voilà. On va en fonction des horaires, en fonction de la liturgie, en fonction de la musique, en fonction de la disponibilité. Donc c'est une fréquentation qui ne constitue pas ce qu'on pourrait dire l'esprit de clocher. Il n'y a pas d'attachement particulier à sa paroisse comme lieu physique. Elle s'est à peine regardée et ça a beaucoup changé. Je suis parisienne de toujours et j'ai toujours vu se dissoudre cet esprit de paroisse, aussi parce qu'on déménage beaucoup à Paris. Il y a un turnover considérable, donc on ne peut pas vraiment s'attacher à sa paroisse. Aussi, un phénomène qui est intéressant, mais il n'y a plus un mariage à Paris, tout le monde va se marier à la campagne. Hein. C'est plus amusant, on a une voiture à cheval, et bon, il y a très peu de mariages à Paris. Et donc, en revanche, l'esprit de paroisse subsiste dans les paroisses périphériques où il y a un public plus fixé géographiquement, localement, qui est plus attaché à son quartier, une mixité sociale très importante. Et je vous dis, aller à Notre-Dame-de-la-Croix ou à Saint-Bernard-de-la-Chapelle pour la fête des Nations, vous verrez comme tout le quartier est là avec ses costumes régionaux. C'est peut-être un peu folklorique, mais c'est vivant. Voilà. Enfin, là, il y a une vraie vie. Donc, il n'y a pas eu, si vous voulez, il n'y a pas de cristallisation patrimoniale qui accompagnerait un sentiment de paroisse. Les gens ne voient même pas l'édifice, même presque physiquement. Il n'y a pas à la campagne, l'église, c'est celle où les grands-parents ont été enterrés, où les parents se sont mariés, où on baptisé les enfants. Donc on y est viscéralement attaché, à Paris. Ni sur le plan symbolique, ni sur le plan patrimonial, au point de vue, pour ceux qui ne fréquentent pas les églises pour des raisons religieuses, c'est même leur voisinage et ça ne les atteint pas, ça ne les intéresse pas beaucoup, je crois. Et donc là, le rôle en revanche des clergés et des équipes d'animation paroissiale est très important. Et si on arrive à trouver, à susciter l'intérêt et du clergé et des paroissiens, on arrive à trouver des sous et un véritable intérêt. Voilà, alors tout ça c'est nos sentiments de Parisiens,
Mais le problème, c'est que maintenant, on est arrivé à des alertes internationales. Alors, je voulais en arriver à ce qui vient de se produire, là, les dénonciations du World Monument Fund à propos des églises parisiennes en vrai danger. Pour la première fois, 2 églises parisiennes ont été considérées comme en péril, en réel péril. C'est Notre-Dame-de-Lorette et la Madeleine. À vrai dire, il y en a d'autres, hein, on va en parler, mais la question c'est les échafaudages. Ce serait bien que vous éteigniez vos portables. Non, mais ça, c'est l'use. Non. Voilà, alors ces 2 églises-là ont été déclarées en péril. Et le World Monument Fund, qui est une association internationale, World Monument Fund, FUND, la fondation des monuments, la fondation internationale mondiale. Voilà. Alors ils ont alerté un peu dans la presse, sur les réseaux sociaux, donc on est mis devant nos insuffisances et nos responsabilités. À vrai dire, on ne les avait pas attendus. Et la campagne d'opinion à Paris a commencé il y a au moins déjà 3 ans, à Paris. En fait, ça s'est un peu fait à l'occasion des élections municipales qui s'annonçaient, mais aussi de véritables de périls apparents, de périls visibles qui ne pouvaient pas échapper aux yeux des citoyens. Ça a commencé avec Didier Rickner sur la Tribune de l'Art, et puis Benoît de Sagazan, qui a un blog et qui avait fait un article dans le Figaro, et puis l'ASPEF en mars 2014 avec Alexandre Gady, qui avait déclaré le patrimoine est le grand oublié de la campagne municipale. Et Gady rappelait qu'il y avait eu des travaux importants, il citait Saint-Sulpice, Saint-Gervais, Saint-Étienne-du-Mont, Saint-Paul-Saint-Louis, j'ajouterai Saint-Méry, mais ce sont des restaurations spectaculaires. Et il faut le dire, celle de Saint-Sulpice, la tour de Saint-Vendôme, a coûté une fortune à la ville de Paris, au monument historique. C'était nécessaire, il a fallu complètement démonter la construction. C'est pas simplement, on pourrait dire, donc on a dû, pierre sur pierre, pierre après pierre. Donc c'est un travail extrêmement coûteux, extrêmement long. Vous vous rappelez, l'échafaudage est resté je ne sais pas combien d'années. Et la fête pour l'inauguration a été solennelle. Donc, et puis maintenant, les dénonciations, c'est Saint-Augustin avec la chute. Saint-Augustin, dont la façade maintenant est complètement interdite avec des pales planches qui ferment complètement le parvis. Saint-Philippe-du-Roule et ses couvertures qui sont recouvertes d'un parasol, et d'un parapluie plutôt, pardon. Et la Trinité entièrement engloutie dans les échafaudages et les papervoirs, c'est quelque chose. Le jardin est interdit à la Trinité, donc ah oui, les enfants n'ont plus le droit de y aller, parce qu'on craint des chutes, et puis même les escaliers d'accès sont incertains. On vient de la classer de manière à pouvoir intervenir globalement. Moi, je ne l'aime pas, voilà, chacun a le droit de trouver. Je trouve que son éclectisme néo-renaissance est un peu chargé. Alors là, non, mais c'est une affaire de goût, on n'en parlera pas. Non, parce que sur Saint-Augustin, moi, il y a une chose. Dans ma jeunesse, il y a un certain nombre d'années, mes parents, les professeurs, tout le monde, disaient Saint-Augustin, mais c'est du stuc, c'est rien, ça vaut rien du tout. Et on méprisait. Alors, que ce soit les professeurs d'histoire de l'art, les parents, les curés, on le méprisait. Et ce qui fait que, alors que c'est un chef-d'œuvre de Balthas, on parlera du présent. Alors, puis il y a les 2 épisodes récents. Saint-Louis-en-Île avec une chute de croix qui est tombée, et puis Saint-Roch avec un vitrail qui s'en va. Enfin, bon, ça, c'est des accidents, je dirais, modestes. C'est des petits accidents qui ne sont pas tragiques, il faut pas. Et ça arrive tout le temps et partout, dans toutes les églises du monde entier. Il arrive des petits pépins. Et celui de Saint-Louis-en-Île n'est pas le premier, puisque au XVIIe, on a déjà tué un passant avec une chute. Je me demande s'il n'y a pas des problèmes de sol aussi, d'instabilité des sols. On est dans une île, l'île avait été comblée avec des matériaux
Bon, enfin, c'est une église qui est un peu fragile. Voilà, alors, vous voyez, l'état sanitaire, c'est d'une part des graves problèmes, des problèmes accidentels, une négligence intérieure, parce que ces peintures que je vous décrivais, c'est plutôt de l'abandon, de la négligence. Je ne dirais pas que c'est pas tragique, c'est misérable. Je vous les cite parce que ça situe à peu près l'échelle des interventions. Ils annonçaient qu'ils avaient pour le clos et le couvert, c'est-à-dire la couverture, on remet une ardoise par-ci, c'est le strict entretien. Ils avaient 800 000 € de crédit. Pour les installations techniques, 800 000 €, c'est pas beaucoup. Pour les installations techniques, c'est-à-dire électricité, principalement, dont on a toujours très peur, accident de personnes qui peuvent arriver, et le chauffage aussi. Donc, installation technique, 2 200 000 €. Et pour les vitraux, 150 000 €. Tout ça était mince, hein, c'est cet entretien. Et chaque année, sur la première, sur les mandatures de Delanoë, le chiffre de restauration, c'était 60 millions €. Donc, la deuxième mandature, 60 millions €. D'un côté, l'entretien qui est un peu mesquin. Les 60 millions, ce n'était pas énorme non plus, étant donné l'énormité des chantiers. Hein. Le chantier de Saint-Augustin, le chantier de la Trinité, c'est à soi tout seul, c'est 50 millions €, à peu près, chaque chantier. Voilà, parlons de l'avenir. La mairie de Paris a annoncé que sur 10 ans, elle allait consacrer 10 millions par an. Non, pardon, attendez. Ça fait 5 millions d'euros. Hein. Je me trompe. Elle allait passer de 60 à 80 millions pour la prochaine mandature. La mandature précédente, 60 millions d'euros. On passe à 80 pour la prochaine mandature. Et on s'engage éventuellement pour une suivante. Mais bon, pas. Pour toute la mandature, c'est marrant. Non, toute la mandature. Pour 6 La ans. mandature. Jusqu'à 2020. C'était 60 millions dans les mandatures de la Noé, les deux, 60 millions les deux. Et là, on passe à 80 millions. Ça fait quand même une augmentation de 33%. C'est toujours pas à l'échelle des besoins. Mais enfin, il y a une bonne volonté. Et à cela s'ajoutera 11 millions venant de l'État pour les monuments classés. Normalement, dans les monuments classés, quand ils ne sont pas à Paris, l'État verse 50%. À Paris, c'est la tradition, on n'a jamais donné 50% pour les monuments classés. Simplement, problème de quantité de monuments et de richesse supposée de la ville. Voilà. Donc 80 millions à prévoir pour la prochaine mandature. C'est pas énorme. Je vous donne la liste des... Vous voulez que je vous donne la liste des 20 chantiers annoncés pour cette mandature? Bon, alors, vite. Saint-Médard, Saint-Germain-de-Charonne, ça c'est le plus gros, il est énorme, mais il est déjà en train de très avancer. Le terrain s'effondre. Saint-Méry, Saint-Eustache, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Louis-en-l'Île, Saint-Sulpice, Saint-Philippe-de-Goules, La Madeleine, Notre-Dame-de-Lorette, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Augustin, la Trinité et la synagogue de la Victoire. Ça, ce sont les classés. Tous les monuments que je viens de vous citer sont classés. Et puis, viennent ensuite Notre-Dame d'Auteuil, Saint-Joseph-des-Nations, Saint-Pierre-de-Montrouge, Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles, Saint-Jean-de-Montmartre, qui est classé, mais c'est plus tard, et le Saint-Esprit qui vient d'être classé. Voilà, alors, 20 édifices, vous divisez les 80 millions par 20, ça va pas très loin. Mais bon, certains ont des gros besoins et d'autres plus petits. Donc on va rééquilibrer. Je ne sais pas exactement, je ne peux pas vous dire quel sera le budget de chacun.
Ça, c'est... Les devis sont pas faits, les projets sont en cours. Je sais qu'à la Trinité, l'inspecteur général des monuments historiques, Madame Didier, elle a fait classer exprès à cause de l'urgence à intervenir. Le Saint-Esprit, c'est la même chose, il y avait une urgence. Voilà, alors, Saint-Germain-de-Charonne, Ah oui, oui, mais c'est très avancé. C'est la fin du chantier, et c'est un énorme chantier, magnifique. Hein, vous savez, l'architecte en chef qui fait le travail est quelqu'un de confiance, à qui on peut vraiment... à qui on peut faire vraiment... Il a la particularité d'être sur un terrain pontu. Oui, bien sûr. Oui, mais il y a très surtout en longtemps, train de s'effondrer le terrain. il y a peut-être 40 ans qu'on aurait dû un peu s'y intéresser parce qu'elle était devenue dans un état de décrépitude. Il y a 15 ans, déjà les vitraux s'en allaient. Enfin, ça fait longtemps qu'elle est longtemps malade. que c'était... Les vitraux de Saint-Roch. Pardon. Les vitraux de Saint-Roch. Oui, Ils s'écroulent. oui, mais c'est pas, je dirais que c'est pas tragique, c'est pas du gros œuvre, c'est le clos, c'est quand même le clos. Mais c'est pas, je vois pas que ce soit, c'est pas indiqué hein, dans les chantiers. Alors, c'est peut-être pris au titre du strict entretien, je sais pas. C'est vraiment la question. Au moment où le programme a été lancé par la mairie, l'affaire des vitraux de Saint-Roch n'était pas engagée. C'est vrai. Et donc, ça, on va peut-être le mettre à la place d'un autre chantier, je ne sais pas. Les vitraux de Saint-Roch, je signale que ce sont des vitraux blancs avec juste un médaillon. Hein, Oui. mais ils sont 18e, quand même. Donc, ils méritent. Et la nef est condamnée. Permettre. Ouais, parce qu'on a peur, oui. Ça, c'est. Je me demande si c'est. Enfin. J'ai fait ma thèse sur Saint-Roch, c'est une église bien bâtie, normalement, elle ne va pas s'écouler. Bonaparte était là. Voilà, alors, je signale que dans ces projets, il y a 8 édifices qui sont antérieurs à la Révolution, dans ces chantiers prévus, 10 qui sont antérieurs à 1900 et 2 qui sont postérieurs à 1900, juste pour donner une idée de des choix ou des urgences et des choix. Voilà. Une question est en train de se poser, commence à se poser, mais de façon récurrente. C'est celle des participations extérieures. Je ne sais pas comment dire, mécénat, intervention financière venant du dehors. Ça a commencé déjà en 2007. Pour la première fois, il y a eu une opération, mais modeste, hein, une opération de participation de la Fondation du patrimoine dans une restauration à Paris qui était, vous vous le rappelez peut-être, Saint-Michel-des-Batignolles, l'Archange. Bon, c'est une opération qui suivait curieusement celle de l'Archange du même archevêque, Frémiet, celle du Mont-Saint-Michel. On remet cet archange de Frémiet, qui était le grand sculpteur académique de la période de Napoléon III, on l'a remis en place à Saint-Michel-des-Batignolles. Et ça a été, la demande venait du curé et des paroissiens. Donc ça a été considéré par la ville comme une démarche citoyenne. C'est la formule qui m'a été dite par les autorités de la ville de Paris, qui étaient très contentes de cette démarche citoyenne. Et c'est pour ça que je disais qu'il fallait que les Parisiens se remuent s'ils veulent qu'on s'occupe de leurs églises. Démarche citoyenne, ça marche. Alors, la Fondation du patrimoine a financé une partie, le curé a fait sortir des sous de la poche de ses paroissiens, et la ville de Paris a participé, mais très très peu, je crois. Enfin, ça a marché. Et actuellement, le mécénat est en train de se développer ici et là. Il y a des petites opérations, par exemple, à Saint-Sulpice. C'est le World Monument Fund dont on parlait tout à l'heure, qui s'inquiète de la Madeleine et de... Pardon, comment ça? Je suis trop bavarde, je suis fatiguée. Notre-Dame de Lorette. Le World Monument Fund a financé la restauration des boiseries de la sacristie, entièrement. À Saint-Germain-des-Prés, alors bon, là, il y a des papiers qu'on peut prendre sur place. Il y a toute une entreprise de participation extérieure, je ne sais pas comment on peut dire. D'une part, on a créé un fonds de dotation. Un fonds de concours. Un fonds de dotation spécifique. Oui, mais un fonds de concours, c'est par
l'opération juridique en comptabilité publique du fonds de concours. Il n'y a rien de plus compliqué que le fonds de concours, Voilà. croyez-moi. En même temps que est mise dans l'église une urne publique, et moi je ne savais pas, je me suis renseignée, elle rapporte. Donc l'urne publique dans une église évidemment très fréquentée, beaucoup de touristes étrangers, de l'argent étranger, beaucoup qui vient aussi du dehors. Mais mettre une urne en demandant aidez-nous à faire les travaux, ça marche. Peut-être pas partout. C'est sûr que dans des paroisses très pauvres et absolument pas touristiques, mais on peut, ça valorise beaucoup les gens qui ne sont pas très riches de participer à la restauration de leur église. Je l'ai vu à la campagne. Des gens très modestes vont donner pas beaucoup, mais ils vont se sentir ensuite extrêmement responsables et valorisés. C'est une question de dignité. Je me dépêche. Voilà. Regardez, j'ai presque plus rien. Voilà. Et puis, mécénat aussi pour la chapelle des Calvaires de Saint-Roch. Donc on va peut-être trouver encore des sous pour Saint-Roch, pour les vitraux. 1 million a été donné pour refaire la chapelle du Calvaire, qui est un travail très complexe, qui est très historiquement assez difficile à suivre, parce qu'il a été refait, défait, refait. Et 1 million d'un Suisse, qui est l'héritier de M. Dunant, l'homme de la Croix-Rouge et de la famille Sédou. Donc, mécénat, là, complètement extérieur, complètement étranger. Et puis, alors récemment, en octobre 2013, le diocèse a créé quelque chose qui s'appelle FAPP, Fondation pour l'avenir du patrimoine à Paris, et qui est rattaché donc au diocèse et qui récolte des sous pour les affecter à la restauration, pour participer à la restauration des édifices religieux appartenant à la mairie, hein, pas les siens. Pas ceux qu'elle entretient avec son argent habituel, mais pour que ce soit les fonds de concours qui iront dans les opérations municipales. Voilà. Alors, à suivre, pour le moment, ça n'a pas l'air de donner beaucoup de résultats, mais ça vient de commencer, donc il faut attendre de voir venir. Il y a 600 000 € qui ont été collectés. Merci. Je ne savais pas. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. Même oui. si ça représente... Ça peut favoriser beaucoup. Et c'est une démarche qui n'est pas citoyenne, mais qui fait partie quand même des interventions des Parisiens. Je ne sais pas comment les fonds sont collectés. Des équipes sur place, des associations qui se mobilisent. Voilà, je crois qu'il faut le faire savoir, le faire connaître, parce que c'est pas connu du tout. Hein. C'est encore c'est jeune. Hein. Oui, voilà. Je crois que le battage, il faudrait en parler dans la presse, peut-être le faire connaître un peu plus. La charpente sur la couverture. Oui, donc, pour éviter une fausse. Alors on enlève. C'est facile. Oui, et monsieur, après monsieur. Moi, je voudrais vous parler de la façon dont on a retapé. On n'entend pas bien. La façon dont on a retapé une église assez connue à Paris, c'est Sainte-Odile, dont vous n'avez pas parlé tout à l'heure. C'est une église du 20e, donc. C'est une église du 20e. Elle est dans le 17e arrondissement, sur les boulevards des Maréchaux. Et elle cumule absolument tout l'État. En vrai. Elle est en brique, oui. Elle a été construite après 1905. Donc elle n'appartient pas à la ville de Paris, donc elle ne peut pas être retapée par la ville de Paris. Elle n'a pas été construite avec le chantier du cardinal, parce que le cardinal Verdier n'avait pas un sou. Et il a convoqué le curé de la paroisse en lui disant « Vous n'aurez pas un sou ». Et lorsqu'il l'a inauguré, le curé lui a dit « Vous êtes un homme de parole ». L'architecture a été faite assez proprement, mais par contre... Comment? Qui est l'architecte, vous vous rappelez? Son papa. Jacques Barge. Jacques Barge. Ah oui, c'est quelqu'un qui n'avait pas beaucoup construit d'église. Oui, c'était sa première. Et qui et alors, peut-être expérimenté, j'en connais pas d'autres. Et alors, donc
donc ça a été construit sans un sou le premier jour, et au fur et à mesure, avec les moyens qu'on avait, il a été construit une église de 72 mètres de long, 72 mètres de haut, et c'est la plus haute de Paris. Et avec du béton fait juste avant la guerre, donc d'assez mauvaise qualité, les fers, les ronds d'acier étaient au bord, donc ils ont commencé à rouiller, ça a commencé à éclater, et ces dernières années, des bouts de béton tombaient de 72 mètres sur le trottoir. Là, il y avait urgence. Monique a réuni des paroissiens en tant que fille de l'architecte et a commencé à dérouler les plans et à montrer comment ça s'était construit. Et c'est vraiment des prouesses pour certaines choses. Il y a 3 coupoles, l'une derrière l'autre. C'est une église de type byzantin. Et les coupoles sont doubles. Il y en a une au-dessus de l'autre. Et tout ça, ça a été fait avec un seul échafaudage, parce qu'il n'y avait pas un sou. Et l'échafaudage était monté sur roulette. Il montait, on faisait la toiture. Il descendait, on faisait la coupole d'en dessous. On décalait, on refaisait le milieu, etc. Ça a été construit entre 1934 et 1947, parce qu'en plus, il y a eu la guerre entre les deux. Et au moment où les vitraux ont été posés, eh ben, ça a été le début de la guerre, on a tout déposé. Et les vitraux étaient en cristal, c'est une exception, liés au béton et non pas au plomb. Et donc c'était des blocs de 50 kilos, et j'ai encore les photos, qui étaient montés à 30 mètres, avec des échelles d'une seule volée. Les vitraux sont exceptionnels, et il y a un certain nombre de statues qui ont été faits par des artistes connus de l'époque. L'hôtel est très, très particulier, etc. etc. Et donc, les plus grands émaux pour l'hôtel, c'est le Barrio. Voilà. Et vous parliez de bouquins, ben en voilà un. Alors, il y a pas mal de monographies dans les églises. Ce qui s'est passé, c'est que après que Monique ait réuni des paroissiens, on a réussi à retrouver tous les enfants de tous les artistes, y compris les vitraux, toutes les sculptures, les tentures avaient été faites par quelqu'un de Lorraine, je crois, qu'on a réussi à retrouver. Il y avait des émaux de 6 mètres de haut, on a retrouvé la fille de l'artiste, etc. Et on les a tous réunis, et on a fait une expo pour les années du patrimoine, et ça a eu un gros succès. On a fait venir des tas de gens. Et parallèlement, on a écrit ce bouquin. Et le curé, après ça a été la fin de notre intervention, le curé avait un outil et il a trouvé le fric. Il a fait le tour il a réussi à avoir de l'argent de la ville de Paris, ce qui n'était pas simple, mais il y avait de la démonstration que ça valait le coup, et il a réussi à faire financer une bonne partie des choses par une entreprise de béton. Je crois que c'est Holcim, si je me souviens bien, qui avait un terrain d'expérience pour retaper des vieux bétons qui partaient en poussière. Je représente l'association SOS Paris qui s'intéresse aussi au sujet, comme le sait très bien Madame Hamon. Justement, Madame Hamon précisait les 20 édifices retenus par la mairie de Paris pour être traités en priorité en termes de travaux. En priorité, mais même exclusivement. Oui. Je crois qu'il n'y aura pas d'autres travaux que ça. Ouais. Or, on sait, parce que des architectes ont été interrogés, que les travaux coûtent en moyenne 20 millions par édifice si on veut tout reprendre. Faisons vite une multiplication. 20 par 20, ça fait 400 millions et non pas 80 millions. Évidemment. Ça veut dire une chose très simple,
Alors il y aura l'aide de l'État, peut-être de certaines associations, on arrivera peut-être à 100 millions, mais les associations donneront de l'argent, ça sera toujours un peu à la marge finalement. Donc ça veut bien dire une chose, c'est qu'en 6 ans, s'il a été engagé 100 millions et non pas 400 millions, il n'y a qu'une partie des travaux qui auront été faits. Mais c'est le problème de Voilà. tous les chantiers, en général, qu'il y a dans des grandes villes, et même dans les régions. Je l'ai vécu comme une calamité quand j'étais conservateur des monuments historiques en Bretagne, c'est qu'on ne peut pas programmer sur la distance. On n'a jamais de vision à plus d'1 an et qu'il faut faire plaisir à tout le monde, donc les chantiers sont fragmentés. Alors on en fait un petit bout là, un petit bout là, un petit bout sur 20 chantiers et on paye des locations d'échafaudage absolument désastreuses. Ah oui. C'est la fortune de ce monsieur dont on nous parle en ce moment avec ses échafaudages. Ça fait du rôle où il y a des échafaudages non, mais depuis ils sont 3 là ans. depuis 10 ans, 15 ans, je ne sais pas. 3-4 ans. Je ne sais pas le temps à chaque vidéo. Le problème, c'est à Paris, il y a quand même un retard qui a été pris, 100 ans d'abandon, 100 ans de rien. Parce que ça n'a pas commencé récemment, la négligence à Paris. C'est depuis Napoléon, depuis la fin du Second Empire, depuis la disparition de Baltard et la fin du Second Empire, la mairie a, mais on le sait, modifié, elle a... Jean-Michel Legnaud l'a très bien montré avec une étude. Il faisait un séminaire aux études il y a quelques années qui avait suivi, où c'était extraordinaire. On prenait les lignes budgétaires des édifices du culte et on les voyait absolument transférées aux écoles. On ne peut pas en même temps faire des écoles dans tout Paris. Jules Ferry, la loi, bon. et puis s'occuper des églises. Alors on a fait des choix, mais ces choix ont perduré. On aurait pu quand même de ne pas laisser les choses arriver à ce niveau de négligence. C'est vraiment, c'est triste, voilà, c'est accablant. Je vous invite tous à vous promener partout, à rentrer dès que vous voyez une église à Paris. Elles sont ouvertes. Contrairement à ce qui se passe dans beaucoup de régions, elles sont ouvertes. Et essayez d'être. J'ai voulu visiter à Lille une église en plein centre, un samedi après-midi, alors que la ville était pleine de commerces ouverts, bourrée de monde, c'était fermé. J'ai fini par pouvoir rentrer par le presbytère en trichant un peu, et j'y ai trouvé des dames qui préparaient la décoration d'un mariage et qui m'ont dit que les dérangeait beaucoup et qu'elles n'avaient pas besoin d'ouvrir pour tout le monde, enfin, quand même. Alors à Paris, il y a quand même quelque chose de bien, c'est ouvert. Ça, c'est bien. Donc, maintenir l'ouverture, se battre pour que ça reste ouvert et gratuit, monsieur. Et gratuit. Et, Madame, quand vous allez à Versailles, vous payez. Je regrette. Pourquoi pas? C'est pas pareil. Quand vous allez à Versailles dans les jardins, vous payez. non, attention. Pourquoi pas à Notre-Dame? Je suis déjà... Moi, je suis indignée quand je vais, par exemple, à Séville ou à Cordoue, je ne peux pas rentrer. Alors, on me dit, venez aux heures de messe. Là, c'est gratuit. Je vais donc visiter les églises aux heures de messe. En Italie, c'est un peu la même chose, mais à Florence, on peut plus voir les peintures murales sans payer, et même aux heures de messe, c'est fermé, de manière à ce que vous reveniez un autre jour en payant. Juste vous parlez tout à l'heure de l'accueil des touristes, et je pense que c'est tout à fait vrai. Pour un exemple, je suis rentré à Saint-Eustache, pas très longtemps. Quand on voit cette église qui est toute noire, dégoûtante, un ramassis de marginaux, de clochards à l'entrée. Il n'y a pas de paroissien, ça. Quel touriste veut rentrer là, franchement? C'est le problème du quartier des Halles qui a été Honnêtement, à Saint-Sulpice, tout est noir, on ne voit rien. À Saint-Sulpice, c'est vraiment honteux, parce que la nef est à peu près éclairée, parce qu'il y a les fenêtres hautes, mais pas à côté, c'est du feu à Saint-Sulpice. Tout est fait pour que les touristes ne viennent pas là. Rien n'est fait pour qu'ils entrent. Ça, c'est clair. Il faudrait effectivement distribuer des protectus, mais mais c'est vrai que pour rentrer, pour voir des choses, il faut le vouloir. Puis quand même, et pourtant, à Saint-Sulpice, il y a eu un moment, pas mal de touristes qui allaient voir, ils avaient lu la Finesco, ils allaient voir le pendu, enfin bon, tout était...
il y avait un public. Mais l'état de grâce et de salubrité, c'est pas un état sanitaire angoissant, c'est un état de négligence. Et ça, c'est à nous de... C'est vrai, en général, les nefs, par exemple, à Saint-Séverin, c'est une église superbe, classée, la nef est magnifique, elle est parfaitement, elle a été bien nettoyée, la nef. Oui. Et les bas-côtés, c'est une tristesse, c'est tout noir, c'est sale. C'est le problème, visiblement, les bas-côtés posent des problèmes. Détruisons les bas-côtés. Allez voir, c'est assez frappant. Et alors, les églises qui ont des bas-côtés bien éclairés parce qu'il y a une lumière qui rentre facilement. Je pense par exemple à Saint-Louis-en-Île. C'est assez clair, il y a des vitraux blancs, il n'y a pas ces vitraux. Là, les vitraux du 19e siècle qui sont sombres, des vitraux qui souvent ne sont pas quand même des merveilles, très sombres, transforment les églises en cœur. Enfin, ça, c'est magnificent. On ne peut pas les supprimer. Est-ce que vous pouvez préciser, je ne sais pas si c'était très très clair, du point de vue de l'entretien justement, est-ce qu'il y a une différence entre les églises avant 1905 ? Les églises, ce qui s'appelle entretien ou gros travaux, c'est ce qu'on appelle le strict entretien. On change une ardoise, on passe un petit coup d'enduit. C'est le propriétaire, point. Et la ville, elle s'occupe de ses édifices et le diocèse des siens. Et elle fait l'entretien aussi. Bien au point de vue justement, résultat, est-ce qu'on constate une différence de qualité d'entretien? C'est des églises qui n'ont pas le même âge. Donc, on constate une différence d'état. Et puis, tout à l'heure, monsieur parlait de Saint-Odile qui avait beaucoup souffert longtemps et qui a été reprise en main. Mais il y a des églises qui sont... Nous, avec mon voisin, on a une église très bien bâtie par un architecte des monuments historiques qui s'appelait Brunet et qui a été le restaurateur de Notre-Dame, notamment. Ça a parfaitement construit et on n'a jamais de souci de maintenance à Saint-Léon. Jamais. Il y a des églises bien bâties et des églises mal bâties. C'est pas la même période. À Saint-Léon, il y avait beaucoup d'argent donné par un donateur qui s'appelait Monsieur Léon, je ne sais pas quoi. Oui. Et donc on a donné son patronage à l'édifice qui était normalement destiné à Sainte-Jeanne d'Arc. Et en revanche, il y a des églises comme Saint-Odile qui n'ont pas bénéficié d'autant de crédit. Ça dépend. Hein. Et puis Saint-Odile a été construite à partir de 1933 et là, il n'y a plus de sous nulle part. C'est la crise et il n'y a plus un sou dans toute la France. Alors, et d'ailleurs, l'Église a fait des chantiers pour donner du travail. Notamment à Saint-Léon, il y a eu des chantiers qui ont été lancés pour donner du travail. C'était un quartier qui n'était pas spécialement riche, mais très pieux, et donc les sous, on les tombait. Et il y a aussi, dans les paroisses comme ça, il y a aussi un bouquin des plus anciens, celui de Saint-Léon. Moi, j'ai une vraie question qui me fera un sur l'avenir du sujet, comment les Parisiens vont s'engager. Ce que vous regrettez, c'est vraiment le manque de mise en tourisme des églises. Le manque de tourisme dans les églises. Et oui, c'est ça qu'il faut développer. Mais comment on le développe? Alors, il y a plusieurs moyens. Déjà, la presse. Il y a les offices de tourisme. S'ils avaient des dépliants avec, par exemple, des itinéraires thématiques ou géographiques. On peut faire un itinéraire 18e arrondissement, on va voir Saint-Bernard-de-la-Chapelle, et puis se développe. Et ça, le personnel, les élus de la ville de Paris m'ont dit que ça se développait pas mal. Le tourisme en quartier populaire, les étrangers commencent à venir voir les quartiers populaires de Paris, comme si c'était une sorte de conservatoire d'une vie qui avait disparu ailleurs. Là, on peut aussi faire travailler. Je pense à Notre-Dame-de-la-Croix, qui est un quartier très joli, l'église est belle, elle a une situation urbaine très majestueuse, très intéressante. On peut faire venir des gens dans ces quartiers-là. Et après, il y a des initiatives qui existent, dont Art Culture et Foi, qui fait quelque chose de très bien, mais ça reste entre soi. Ça reste une innovation du diocèse, il faudrait quelque chose de municipal, un peu comme Paris Musée. Eh bien, il faut en parler autour de vous. Vous en parlez à vos élus de votre arrondissement. Je ne sais pas s'ils sont encore là. On avait la mairie de Paris qui était là et qui
peut créer une structure comme on en fait. Mais la mairie en est consciente. Elle envisage de justement créer des... On en a parlé, moi je suis assez amie avec les gens de la mairie, et j'ai été leur demander s'ils avaient des projets. Alors c'est encore trop peu abouti pour qu'on en... trop peu avancé pour qu'on en parle. Mais l'idée, c'est eux qui m'ont dit, on va essayer d'exploiter le tourisme en milieu populaire pour envoyer les gens à la périphérie, y compris les églises de la périphérie. Parce qu'il y en a des très très belles, hein, vraiment. Saint-Bernard-de-la-Chapelle, je vous assure, si vous avez un moment, c'est une église, elle est jolie. Ça paraît un peu idiot, mais elle n'a pas ce côté grandiose et impressionnant de certains néogothiques trop grands, trop... Les néogothiques français, contrairement par exemple à l'Angleterre, les architectes, ils se fichaient pas mal de savoir comment on allait chauffer l'église, hein, qui était inchauffable, et qui aujourd'hui pose des problèmes de maintenance terribles. Et ils ont construit pour montrer leurs compétences d'architecte. Et je leur en veux personnellement. Je les connais bien comme personne, évidemment disparue, mais je trouve que la vanité des architectes de cette époque, à Paris, mais aussi en province, ces immenses églises qui maintenant sont des catastrophes pour les élus, ça n'a pas de sens, ça n'est même pas agréable du point de vue de la liturgie. Ben oui, mais c'est surtout que les grandes églises très hautes sont évidemment coûteuses à entretenir, l'intérieur, l'extérieur, les ravalements sont extrêmement coûteux, les échafaudages ruineux et inchauffables. Or aujourd'hui, ça pose des problèmes, quand on ne peut pas chauffer une église, on ne peut pas y faire un concert, rien. Vous avez une très belle église, c'est Saint-Jean-Baptiste de Belleville. Oui. Qui est un très grand architecte qui avait refait Chartres. C'est la SUS, donc c'est oui, c'est la SUS, bon, ça c'était... Elle est classée, hein. Ah non. Heureusement, oui. Je crois. Oui, parce que c'est la SUS qui a rénové la cathédrale de Chartres. Et qui a finalement travaillé plus que Viollet-le-Duc à Notre-Dame. Oui. Qui a refait aussi celle qui est devant le Louvre. Oui, aussi. Donc c'est un très très grand et la qualité se voit. Mais c'est quand même une église très haute. C'est une démonstration des compétences. J'en veux beaucoup à Viollet-le-Duc, c'est lui qui a lancé cette volonté de montrer ses capacités techniques. Il ne peut pas y avoir des actions d'annulation bénévole? Non, là franchement c'est impossible. On utilise, alors ce qu'on peut faire, c'est ouvrir des chantiers qui ont un rôle d'insertion, des chantiers d'insertion pour des gens en difficulté sociale, en difficulté d'insertion. Mais il faut payer tout ça. Le bénévolat, vous pouvez faire le ménage. Bien. Voilà, il ne faut pas exagérer. Cette maison, elle a quand même été sauvée. C'est vrai que c'était pas la même époque. Et puis c'est une maison. Ouais. Vous n'êtes pas sur un échafaudage à 30 mètres de hauteur. Non, c'est pas. Mais des bénévoles à la campagne, on en trouve partout. Moi, je m'occupe d'un groupe de bénévoles à la campagne et il n'y a aucun problème. On gratte, par exemple, on enlève la peinture des boiseries à la lame de rasoir, ça se fait très finement. Mais d'abord, je pense que la ville de Paris ne serait pas très satisfaite de faire ça. Et puis, les édifices sont très grands, très hauts. Je ne vois pas comment. Non, le bénévolat, c'est le porte-monnaie. Ça, il faut dire la vérité, je crois. C'est le bénévolat. Mais si, vous savez, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de donner 5 €. C'est comme ça. Si on peut. C'est pas rien. Et ça fait de l'effet sur les élus. Ça motive beaucoup les élus en général. S'il n'y a pas, on le voit, M. Albert est parti, mais il le sait bien, quand il n'y a pas une association locale qui œuvre pour le maintien d'une église en province, elle est fichue. Et maintenant, il s'est compris, ça y est, le mouvement est démarré. Et il faut une association pratiquement par église, et pas des associations trop générales. Ça ne motive pas autant. Eh bien, merci. Question ?